Très heureuse de vous retrouver sur la RTG. Bienvenue à tous dans ce journal. Les titres de l'actualité. Le chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, était récemment à Dubaï, au siège de la société Emirat Global Alumina. Il a abordé des questions relatives au contenu local et a invité les responsables de cette entité à mettre en place une raffinerie d'alumine en Guinée. Cybersécurité, une politique nationale vient d'être validée. Ce document servira de bréviaire dans la lutte contre la cybercriminalité en Guinée. Le président de la transition, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, offre des sacs de riz à quelques personnes démunies. Une manière pour le colonel Mamadi Doumbouya de voler au secours de cette couche défavorisée en ce mois saint de Ramadan. C'est tout pour les titres. Le CNRD vient de restituer à l'opérateur économique Ousmane Baldé sans loi ses magasins qui lui avaient été retirés sous le précédent régime. C'est le ministre secrétaire général de la présidence qui a officiellement remis les clés. Fatoumata Kourouma, compte rendu. Combattre l'injustice dans le pays, les autorités de la transition en font leur cheval de bataille. C'est pourquoi, depuis l'entame de l'ère CNRD, plusieurs activités ont été menées dans le sens de la restauration de la justice. Aujourd'hui, c'est au tour de Ousmane Baldé sans loi, opérateur économique, d'être rétabli dans ses droits. Plusieurs de ses biens immobiliers saisis par le régime précédent lui ont été restitués. Sur instruction du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Le ministre, secrétaire général à la présidence, colonel Amara Kamara, revient sur les circonstances qui ont conduit à cette prise de décision. Là, Ousmane a saisi les autorités du CNRD avec la requête par rapport à une expropriation. Il a documenté sa plainte. Ça a été revu par les services compétents, les juristes, les directions du patrimoine bâti, également les personnels du ministère de l'Habitat. C'est ce qui a conclu aujourd'hui effectivement que les sites de Kaloum et les établissements Baldé Motors sont effectivement de propriété de El Hadj Ousmane. Donc l'autorité nous a mandaté à son nom de procéder à la remise officielle et de dire à M. Baldé qu'il pouvait effectivement reprendre l'entièreté et la totalité de ses activités sur les deux sites. Cela va dans le sens non seulement de la justice prônée par le chef de l'État, mais également l'esprit de rassembler les Guinéens et protéger le climat des investisseurs et de l'investissement en Guinée. C'est un ensemble de beaucoup de mesures qui sont prises, qui vont encore continuer à être prises sur le terrain. Ces biens immobiliers restitués ce jour concernent les entrepôts de stockage Texas Guinée International à Koronti dans la commune de Kaloum et d'un centre commercial à Matam. L'opérateur économique se félicite de cette décision du gouvernement et signifie toute sa gratitude au chef de l'État. C'est quelque chose que s'attendait longtemps, mais chaque chose à son tour et ce jour. Merci pour le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Merci pour le ministre secrétaire général. Je le remercie de sensibiliser le président de la République pour rendre de bien à une pauvre personne. C'est le Texas Guinée International de Koronting et le centre commercial de Matang IAC Baldé Motors. Et c'est ce qu'on a reçu aujourd'hui. Encore, je le demande de porter un message au président de la République, colonel Mohamed Doumbouya, mon remerciement et le remerciement de tous les opérateurs économiques qui sont peurs de voir un bien de ce pays comme le passé, un bien qui n'était pas en sécurité. Nous pensons maintenant nous sommes en sécurité. D'autres dossiers d'El Hadj Ousmane Baldé sans loi sont en cours d'étude auprès des décideurs.
Il s'agit de quelques domaines immobiliers à Sanoya, dans la commune urbaine de Koya, et d'un centre commercial à Kindia. Et les autorités de la transition se montrent soumises à leur engagement, la justice comme boussole pour guider leurs actions dans ce processus de refondation de l'État. Je vous le disais, le Premier ministre Mohamed Beavogui était récemment à Dubaï. Là-bas, il a reçu des entretiens fructueux avec des responsables administratifs, hommes d'affaires et gestionnaires d'entreprises. Au siège de la société Emirat Global Alumina, par exemple, il a abordé des questions relatives au contenu local et a invité les responsables de cette entité à mettre en place une raffinerie d'alumine en Guinée. Kernos Mandialo, commentaire. Aux yeux du monde, Dubaï est le reflet du destin qu'une nation réconciliée autour des valeurs peut s'offrir. Avant de quitter cette ville des affaires tournées vers le futur, le Premier ministre Mohamed Beavogui a effectué 2 importantes visites. La première, ici au siège de la société Emirat Global Alumina. Sa filiale guinéenne GAC exporte 12 millions de tonnes de bauxite par an depuis le port de Kamsar. Les partenaires émiratis réaffirment leur engagement à servir de modèle dans le développement du contenu local, la formation et le soutien aux communautés dans le cadre de l'exploitation minière en Guinée. Le Premier ministre a encouragé Emirat Global Alumina à poursuivre ses efforts dans le sens du respect des engagements de partenariat. Le chef du gouvernement a invité les responsables d'Emirat Global Alumina à avancer dans le projet de construction d'une raffinerie d'alumine en Guinée. La deuxième visite du Premier ministre et sa délégation après le sommet international des gouvernements a été le pavillon de la Guinée à Dubaï Expo 2020, peu avant la clôture de cet événement. Durant 6 mois, plus de 200 000 visiteurs ont admiré le patrimoine culturel et historique de la Guinée, exposé sous le thème de l'eau. La participation guinéenne à l'expo est récompensée par une distinction en argent. Le Premier ministre et le ministre directeur de cabinet à la présidence se sont réjouis de cette reconnaissance internationale de la présence de qualité de la Guinée à cette exposition universelle. L'actualité, c'est aussi cette remise à niveau des cadres du ministère de l'économie, des finances et du plan à travers la direction générale du Trésor public. Ce renforcement de capacité vise essentiellement à outiller les comptables de l'État sur l'utilisation et la maîtrise du plan comptable. Mamadi Gassama nous fait le point. Les taxes et impôts collectés auprès du contribuable sont reversés au compte du Trésor public. Ces fonds devraient servir à soutenir l'économie et financer des actions de développement. L'atteinte de ces objectifs nécessite l'implication des comptables de l'État, d'où cette séance de remise à niveau. C'est une formation qui permet de donner tous les outils nécessaires à l'ensemble des comptables principaux de l'État dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. L'État est un agent économique qui doit pouvoir faire des reportings sur sa gestion au quotidien, au mensuel et à l'année. Alors, pour tout cela, il nous faudra des éléments d'analyse sous forme de bilan. Aujourd'hui, l'ambition du ministère de l'économie, des finances et du plan est la moralisation des finances publiques. Pour gagner le pari, les gestionnaires des comptes de l'État sont appelés au respect des normes comptables. Le premier défi auquel vous aurez à faire, c'est très urgent. Le deuxième défi suit juste derrière, la gestion des situations en attente. Lorsqu'il y a urgence, il y a des situations en attente qui sont créées. Il y a aussi le défi de l'information. Et enfin, il y a la situation des comptes administratifs. Ces défis, j'espère que les collègues prendront en charge pour qu'on puisse y répondre rapidement. Les experts de l'Afrique de l'Ouest et du Fonds monétaire international sont mis à contribution pour améliorer les connaissances des comptables afin qu'ils répondent aux exigences des textes et des bonnes pratiques. Ouverture à Dakar de la 46e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. La Guinée participe aux activités pour renforcer les axes de coopération avec les autres chambres du continent. La suite dans ce reportage de Saïdou Mandialo.
Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Il s'agit de la 46e Assemblée générale de cette institution qui travaille à favoriser les partenariats entre entreprises et opérateurs francophones. La Guinée, à travers une forte délégation conduite par le président de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, participe à ces travaux. Mesdames et messieurs, les entreprises africaines doivent constituer le socle de l'activité de la CPCCAF afin de permettre l'intensification des échanges intra-africains francophones et le développement des partenariats techniques et financiers pour le développement de notre continent. Cette conférence est un réseau africain et francophone qui se veut un espace de promotion, d'échange d'expériences et d'expertise dans le but de mieux rapprocher les chambres consulaires et les corps intermédiaires membres. La diversité des nationalités qui participent est un atout supplémentaire qui permet d'adresser les problématiques suivant des perspectives variées. Pendant cette première journée, la Guinée a pris part à l'évaluation de la mandature de l'exercice 2019-2021 de l'institution et aux réunions entre acteurs des différentes zones géographiques du continent. Question pour Elhadj Mamadou Baldé et son équipe d'harmoniser les idées avec les autres chambres sur les actions à entreprendre pour soutenir la croissance sur le continent impacté par la crise sanitaire et la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières. L'occasion de cette assemblée générale qui se tient ici à Yaoundé aujourd'hui, c'est une grande opportunité avec la Chambre de commerce et d'industrie et artisanat de Guinée qui vient d'être mise en place le 17 mars dernier. C'est l'occasion pour nous d'avoir le plaisir de rencontrer nos amis avec lesquels on a noué des relations de coopération. Le temps que nous étions président de la Chambre régionale de commerce de Conakry, aujourd'hui en tant que président de la Chambre de commerce d'industrie et artisanat de la Guinée. Cette assemblée générale a aussi connu la mise en place d'un nouveau bureau pour la période 2022-2024 pour la mandature dite du cinquantenaire. À Yaoundé donc, vous l'avez compris, et pendant ce temps, l'Ordre national des architectes de Guinée boucle ses travaux à Conakry. Ces travaux ont permis aux membres de l'ONAG d'échanger sur les problèmes auxquels le secteur est confronté. On en sait un peu plus dans ce reportage de Marwan Kamara et Makale Souma. Après des jours de discussion sur les défis qui assaillent le secteur de l'architecture, l'Ordre national des architectes de Guinée formule des recommandations. Les membres souhaitent être accompagnés pour une meilleure collaboration avec les autorités. Il faudrait que les autorités acceptent, comme d'ailleurs le texte le stipule, de consulter les architectes dans le cadre des grands projets, parce que c'est nous qui avons en avant les compétences. Notre code est en souffrance, le nouveau code de l'architecture, il est en souffrance depuis bientôt 13 ans dans le circuit administratif. Donc nous allons continuer à nous battre pour qu'enfin ce code-là soit validé. L'Ordre national des architectes de Guinée s'agrandit. De nouvelles entrées sont enregistrées au sein de la structure composée de professionnels. Avec eux s'est tenue une nouvelle élection pour le bureau exécutif de l'ONAG. Une élection suivie de la présentation officielle des nouveaux membres entrants de ce bureau. Ça nous a permis aussi de comprendre ce que ce bureau a accompli. Je souhaiterais que le nouveau conseil qui est constitué aujourd'hui qui puisse apporter plus de bonheur aux architectes, plus de bonheur à la nation. Nous, architectes, on veut vraiment redynamiser notre profession afin que le métier d'architecte soit mieux connu dans notre pays. Avec ce nouveau bureau exécutif de l'Ordre national des architectes de Guinée, les lignes devront désormais bouger. Les propositions faites dans ce sens permettront non seulement d'assurer la surveillance de la profession, conformément aux règles, mais aussi et surtout contrôler les activités des professionnels pour lutter contre l'urbanisation anarchique qui connaît actuellement notre pays. Aketaya pose la première pierre du projet de construction de 500 logements sociaux. Des habitations individuelles et collectives seront réalisées au bénéfice des employés de la société minière de Dinguiraïa. Aboubakar Junior Camara, reportage.
Ces logements sont en faveur des travailleurs de la société minière de Dinguiraye SMD. Le site abritera 2 types d'habitations, à savoir des immeubles collectifs composés d'appartements et des duplex individuels, ainsi que d'autres espaces essentiels de vie. Le groupe Aglo-Kipé Construction AKC, chargé de la réalisation du projet, revient sur les termes d'acquisition de ces logements. Les bâtiments collectifs, c'est des bâtiments qui sont sur immeubles, qui sont au nombre de 25 immeubles qu'on va construire. Ça, c'est dans les bâtiments collectifs. Donc, sur chaque étage et à chaque niveau, on trouve 4 appartements de 3 chambres, avec toutes les commodités. Maintenant, il y a les bâtiments individuels. Les bâtiments individuels, c'est les bâtiments en plein pied, à savoir les villas de 3 chambres et les duplex. La Banque nationale de Guinée BNG est le principal partenaire financier du groupe AKC dans ce projet de construction de 500 logements dont bénéficieront les employés de la SMD. Il est financé à hauteur de 400 milliards de francs guinéens. Nous avons décidé d'accompagner la société AKC pour la réalisation de ce projet cité SMD à Kétaya, parce que nous avons estimé que c'était un bon projet, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour l'image de la banque. Ces logements sociaux devront permettre aux travailleurs de la société minière de Dinguiraye de bénéficier d'habitations adéquates et dignes de nom. Si nous trouvons aujourd'hui des partenaires techniques, des partenaires sociaux qui s'investissent dans la logique du gouvernement à aider les travailleurs à se doter de logements, nous ne pouvons que leur dire merci. Le projet de 500 logements en faveur des employés de la SMD à Kétaya dans la commune urbaine de Doubrika ne constitue pas le premier jet du groupe AKC Guinée. D'autres projets similaires ont déjà été élaborés par la société de droit guinéenne spécialisée dans la fourniture de ciment et d'autres matériaux de construction. Leur objectif principal, changer l'image de l'urbanisme et de l'habitat en Guinée. Et puis la commune urbaine de Lola dispose désormais d'infrastructures éducatives dignes de nom. Le premier bâtiment est rénové et le second entièrement construit et équipé. Le geste est d'un fils du terroir qui apporte sa pierre pour le développement de la localité. Lancé Kamisoko, Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. C'est un ouf de soulagement pour les parents d'élèves et enseignants de la commune urbaine de Lola. Le lycée et le collège de la ville viennent de bénéficier d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe entièrement équipé et de la rénovation d'un autre bâtiment de 4 salles de classe. C'est l'œuvre d'un fils du terroir soucieux de la bonne éducation des enfants. C'est suite à l'appel de mes concitoyens d'ici à Lola et un constat personnel face à une dégradation des infrastructures scolaires au lycée et au collège de la commune que j'ai pris l'engagement d'apporter ma modeste contribution à l'amélioration des conditions d'études de la jeunesse de Lola et par ricochet contribuer ainsi au développement de notre préfecture. Construire des édifices est un défi, leur entretien et leur bonne utilisation en sont un autre. Responsables de l'éducation et autorités administratives s'engagent ainsi à accompagner le donateur pour le bonheur des apprenants. Construire cette école, ça c'est un de plus pour la préfecture. Il est à encourager, mais la balle est dans notre camp. Si on l'encourage, c'est d'entretenir. Ce dit fils de Lola doit être un modèle à suivre pour que chacun puisse ajouter au développement de notre chère préfecture. Car a dit un dicton, qui construit une école ferme une prison. La construction de ces bâtiments vient ainsi combler le manque criard d'infrastructures scolaires dans cette préfecture qui ne dispose que d'un seul collège et d'un seul lycée public. Et puis ces décrets du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-182 PRG-SGG portant attribution et organisation du ministère du Travail et de la fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère du Travail et de la fonction publique a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi et de la fonction publique et d'en assurer le suivi-évaluation. À ce titre, il est particulièrement chargé
d'élaborer les textes législatifs et réglementaires dans les domaines du travail, de l'emploi, de la fonction publique et de la sécurité sociale des travailleurs et des retraités et de veiller à leur application. D'élaborer les politiques relatives au travail, à l'emploi et à la fonction publique et à la sécurité sociale des travailleurs et des retraités. D'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de renforcement des capacités humaines et institutionnelles, d'initier les projets de réforme administrative, de coordonner et d'approuver les actions de réforme administrative sectorielle, de gérer les ressources humaines de l'État, de veiller à la formation et au perfectionnement du personnel de l'administration publique, des secteurs mixtes et privés, de mettre en place des systèmes de gestion efficaces et efficientes des structures, des effectifs, des emplois et des compétences, de recruter les fonctionnaires et contractuels de l'administration publique, d'organiser les concours de recrutement des agents de l'État et les examens professionnels, d'assurer l'intégration des plateformes de gestion administrative et de la solde des personnels de l'administration publique, de mettre en place la fonction publique locale, de promouvoir et d'accompagner les initiatives privées dans le domaine du travail, de promouvoir la santé et la sécurité au travail, de promouvoir le travail décent, de coordonner la lutte contre le travail des enfants, de contribuer à l'amélioration du climat social et du dialogue entre l'État et les partenaires sociaux, d'assurer la mise en œuvre et le suivi des normes internationales du travail, de veiller à l'adéquation formation-emploi dans les institutions d'enseignement, de mettre en place des mécanismes d'appui à l'insertion socio-professionnelle des diplômés, de collecter les informations sur le marché du travail et de l'emploi, d'organiser les enquêtes sociales sur la représentativité des partenaires sociaux, d'assurer la sécurité sociale des personnels de l'administration publique, des collectivités locales, des travailleurs des secteurs parapublics et privés, ainsi que celle des retraités, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du département, de promouvoir le genre et l'équité dans les activités du département, de participer aux négociations relatives aux conventions nationales, régionales, sous-régionales et internationales en matière de travail et de la fonction publique, de conduire les négociations avec les partenaires sociaux, de procéder à la modernisation de l'administration publique à travers notamment l'amélioration des normes d'organisation et de fonctionnement et la dématérialisation des processus, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions de travail, d'emploi et de fonction publique. Chapitre 3, disposition finale, article 11. Des décrets du président de la transition fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, de l'inspection générale de l'administration publique, de l'inspection générale du travail, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics, des services déconcentrés ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des arrêtés du ministre du Travail et de la fonction publique fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-183 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er.
Dr Mohamed Berete, précédemment secrétaire général de l'Assemblée nationale, est nommé conseiller juridique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-184 PRG CNRD SGG portant nomination du secrétaire général du Conseil national de la transition. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Souleymane Touré, précédemment conseiller juridique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est nommé secrétaire général du Conseil national de la transition. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, validation de la politique nationale de cybersécurité. La rencontre se tient à Conakry et regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Ce document servira de bréviaire dans la lutte contre la cybercriminalité en Guinée. Falilou Diallo pour en savoir plus. Ces dernières années, différentes révélations quotidiennes des attaques informatiques dont la presse s'est fait écho ont aiguisé la perception des défis et les dangers auxquels le monde est confronté. Conscient de cette réalité, le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information, vient d'élaborer une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité. Aujourd'hui, chacun de nous perçoit à quel point il est dépendant d'une connexion fiable et combien de fois il est tributaire de la sécurité des réseaux. Chacun mesure la puissance procurée par l'interconnexion des milliards d'individus et de données, en même temps qu'il perçoit la vulnérabilité induite par une identité numérique et par des données mal protégées. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires ont placé la cybersécurité au cœur de l'action gouvernementale afin de définir et coordonner la sécurité des systèmes d'information. Cette nouvelle politique met en exergue la prévention, la protection, mais également la détection des attaques informatiques. Alors, ce qui est d'abord manifeste, c'est une prise de conscience des plus hautes autorités du pays, et je dirais, et en particulier de la ministre en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique, parce que nous avons des évolutions de la gouvernance mondiale, la libéralisation des échanges, le développement des technologies de l'information et de la communication qui, bien évidemment, dans ces processus de digitalisation mondialisée. Ainsi, la Guinée pourrait disposer des compétences et des moyens techniques nécessaires à la détection, à l'analyse et à la conception de contre-mesures capables de garantir la confidentialité des données. On ne peut pas parler de prévention si on n'a pas une vision stratégique. Ça veut dire quoi ? Il faudrait qu'on ait un document sur lequel nous pouvons nous inspirer pour comprendre les différents enjeux liés à la sécurité de ces infrastructures, à la sécurité de nos données, à la sécurité des services que nous offrons à nos populations. Parce que si la population n'a pas confiance aux services que nous leur offrons, cela est assez critique. Cette rencontre qui va s'écouler pendant 4 jours devrait permettre aux différents acteurs impliqués dans cette lutte de débat des risques de cybermenaces, d'harmonisation et de compréhension des défis liés à la cybersécurité. Pour aussi l'employabilité des jeunes, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Jeunesse, a mis en place le projet Bossège. Après un arrêt des activités dues au coronavirus, le projet reprend ses activités à travers l'organisation de la 14e session du comité d'orientation stratégique. Amadou Touré, Mohamed Yansane.
Ouverture de la 14e session du comité d'orientation stratégique du projet Booster les compétences des jeunes BOSEJ, une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le projet vise à améliorer l'emploi et l'employabilité des jeunes à travers le développement des compétences ciblées. Cette 14e session d'orientation stratégique du projet intervient dans un contexte où les activités de la Banque mondiale viennent de reprendre au niveau du pays. Alors, c'est pour valider les activités réalisées au niveau du projet de l'année 2021. Ensuite, faire valider le PTBA 2022 et tirer les conclusions quant aux indicateurs qui sont en retard. Première rencontre du comité au compte de l'année 2022. Elle vise à orienter le projet et d'en assurer le suivi général. BOSEJ est un projet qui performe, qui a mis beaucoup de possibilités à la disposition des jeunes, qui a formé d'autres jeunes, qui a accompagné certaines institutions certaines institutions de formation, mais aussi des universités dans l'encadrement des jeunes. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à accompagner, à faire déployer en sorte que le projet soit maintenu, parce que ça continue à performer. En outre, le BOSEJ vise à résorber le taux de chômage chez les jeunes diplômés des universités et institutions de formation technique et professionnelle publiques et privées du pays. Depuis sa création en 2015, plus de 50 000 jeunes diplômés ont suivi des formations à travers la plateforme de l'AGIP financée par le projet Booster les compétences des jeunes. Parlons à présent santé dans cette édition. La chirurgie cardiaque ou chirurgie cardiovasculaire traite les infections du cœur et des gros vaisseaux thoraciques placés parmi les premières causes de mortalité dans le monde. Cette maladie se traite désormais à l'international. Clinique Conakry, c'est du moins ce que nous rapporte Tabansila. Les maladies cardiovasculaires regroupent les pathologies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins, comme les troubles du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou encore les accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Aujourd'hui, la recherche avance sur tous les fronts pour les vaincre. Comme prévu, on a lancé le service de chirurgie cardiovasculaire. Ce service, on traite les malades, les patients avec des pathologies vasculaires. Maintenant, on reçoit beaucoup de patients qui font le dialyse avec le cathéter tononisé. C'est un corps étranger qui ne peut pas durer dans le corps de patients. Ce spécialiste chirurgien de l'International Clinique de Casablanca au Maroc est en Guinée pour partager ses expériences avec le personnel de la clinique internationale Conakry afin de mieux assurer sur place les soins liés au traitement de ces troubles sanitaires. La clinique internationale de Casablanca, elle prend en charge pratiquement tous les patients, quel que soit le niveau de la complexité du traitement. Donc ici, bien sûr, on va essayer de démarrer de manière progressive jusqu'à atteindre les mêmes standards. Les personnes les plus à risque souffrent d'hypertension et du diabète. Le surpoids et l'obésité augmentent également les risques de maladies cardiovasculaires placées parmi les premières causes de mortalité dans le monde. Pratiquement, je fais de l'anesthésie durant les opérations. Ici, dans mon chariot, j'ai tous les médicaments qu'il faut, donc pas la peine de se transporter à chaque fois à la pharmacie. Il y a les drogues d'anesthésie avec les médicaments d'urgence que j'utilise pendant l'opération. Les symptômes d'une maladie cardiovasculaire se découvrent entre autres par une douleur thoracique, des nausées et vomissements et une sensation de vertige. Geste humanitaire dans cette édition, le président de la transition, chef de l'État, à travers le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, offre des sacs de riz à quelques personnes démunies. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques jours à la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Amadou Touré, Mohamed de Camara. C'est une opération de distribution de riz aux indigents à l'occasion du Ramadan, une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Objectif, assister ces personnes et leurs familles à bien traverser le mois de jeûne. C'est une première étape, donc c'est tout un programme qui va suivre au niveau des communes, des préfectures et des régions dans les jours à venir, puisque pour nous il est important que chaque Guinéen doit se sentir guinéen et que la répartition de la richesse et cette mobilisation sociale autour de ces valeurs-là sont indéfectibles. Nous comprenons aujourd'hui que l'État
pense à nous et peut venir en notre faveur. Nous sommes très ravis du don qu'on reçoit de la part du gouvernement, plus particulièrement du président de la République. Pour ce coup d'envoi de l'opération devant couvrir le pays, ce sont 400 sacs de riz qui sont repartis entre ces personnes victimes de handicap au compte de la commune de Kaloum. Nous soutenons cet esprit, cette volonté politique de la plus haute autorité afin de pouvoir accompagner, mais surtout soutenir ces personnes vulnérables. Dans les prochains jours, d'autres localités de Conakry et de l'intérieur du pays vont bénéficier du même geste de la part du gouvernement guinéen. Nous poursuivons cette édition. Le programme Mérite international de la jeunesse de Guinée s'engage dans l'éducation civique des citoyens et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce vendredi, plus de 100 jeunes volontaires sont récompensés pour leur engagement à servir bénévolement leur communauté. Abdul Aziz Baldé. Ils sont tous des jeunes volontaires à la quête de leur premier emploi. Mais bien avant, ils se sont engagés à servir leur communauté dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, ils sont récompensés dans les secteurs d'activité. Pendant près d'un an, ces futurs entrepreneurs ont évolué dans l'insertion socio-professionnelle. Le programme est intitulé Mérite international de la jeunesse de Guinée. Un programme qui a formé et outillé 140 jeunes dans 4 domaines. Les 4 secteurs sont l'aptitude, le service communautaire, le loisir sportif et l'expédition, l'exploration, qui consiste à amener les jeunes dans les communautés rurales pour servir leur communauté, fondamentalement inculquer dans la vie des jeunes notre devise, travail, justice, solidarité. Je crois que la Guinée a beaucoup besoin d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse patriote, mais surtout d'une jeunesse efficace. Et nous sommes outillés pour cela avec le programme du Mérite international. Donc, dès aujourd'hui, nous nous engageons à servir la communauté sans attendre même qu'il y ait une récompense en arrière. Le Mérite international est une organisation mondiale. Ici en Guinée, il est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, soutenu par France Volontaire et la Grande-Bretagne. L'altruisme est une valeur du volontariat. Du coup, nous et le Mérite, on se retrouve à servir ensemble la communauté. Et autour de cette valeur, France Volontaire va toujours accompagner le programme Mérite international de la jeunesse guinéenne. Le Royaume-Uni est ravi de voir que de plus en plus de jeunes Guinéens s'intéressent à ce programme. Et nous ferons tout notre possible pour continuer à vous soutenir et vous encourager. Fondé depuis 1958 au Royaume-Uni, le Mérite international compte aujourd'hui plus de 150 pays membres à travers le monde, dont la Guinée. Disons que l'agriculture attire de plus en plus des jeunes entrepreneurs guinéens. Si le manque de moyens financiers est un handicap pour certains, d'autres partent de rien pour réaliser leurs rêves. C'est le cas du jeune Amadou Diallo. Il a aujourd'hui à son actif plus de 150 hectares de palmiers à huile. Découvrons ensemble ce jeune agriculteur dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Dans la lutte contre la pauvreté, ils sont plusieurs jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Avec peu de moyens, certains, comme Amadou Diallo, ont réussi à réaliser leur rêve. La trentaine a son actif plus de 150 hectares de palmiers à huile. Aujourd'hui, il produit l'huile rouge et ses dérivés. C'est avec mon courage et les personnes qui m'entourent, c'est grâce à eux. Je n'avais pas de fonds. Quand j'ai dit à un moment que je vais me lancer dans l'agro-industriel, c'est seulement elle qui m'a encouragé. On l'a reçu, il était assez au niveau du prototypage et nous justement on l'a aidé dans son parcours d'accompagnement à se structurer, à pouvoir sécuriser sa production pour pouvoir justement avoir un nouveau processus. Et là on est vraiment fiers après 2 ans de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer dans son parcours d'accompagnement ici à la structure, à l'incubateur Chatrofa, qu'il ait pu justement maintenant se lancer et atteindre maintenant un tout autre niveau de développement. Outre le palmier à huile, le jeune entrepreneur expérimente le café, le cacao et l'ananas. C'est un jeune qui est venu nous trouver avec une idée. L'objectif pour nous, c'est d'être transformer son idée en quelque chose d'abord de faisable au niveau de son business plan. Au-delà de quelque chose de faisable, de rendre cette chose en quelque chose de vendable
d'abord, le mettre sur le marché, un essai de marché. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, nous sommes passés à l'amélioration du produit. Devant les spécialistes de l'entrepreneuriat agricole, Amadou Diallo partage son expérience parsemée d'embûches. Aujourd'hui, il compte étendre son champ agricole pour employer le maximum de jeunes et contribuer à la lutte contre la pauvreté en Guinée. Et pour finir, le commandant de la compagnie d'infanterie de Houndé Kenema a effectué une visite de reconnaissance dans les positions avancées relevant de son commandement. Il était question pour le lieutenant-colonel Kemo Victor de s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Nous sommes à Houndé Kenema, à 50 km du chef-lieu de la préfecture. L'une des 4 compagnies d'infanterie relevant du bataillon autonome de Guékédou. Pour s'assurer du climat sécuritaire dans sa zone géographique, une patrouille de longue portée est organisée par le commandement de l'unité. Elle a sillonné toutes les positions avancées et postes de surveillance le long de nos frontières avec la Sierra Leone. Le constat est que dans cette découverte, j'ai essayé de remarquer des choses qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Mais c'est tout cela qui va nous permettre de prendre les dispositions pour que tout soit normal sur le terrain. Après ce long périple, le commandant de la compagnie d'infanterie de Houndé Kenema s'est aussi rendu dans les coordinations de Fangamadou, de Kolomba et de Wong. Dans toutes les localités traversées, les populations se réjouissent de la présence de l'armée et se sentent davantage en sécurité. S'ils viennent prendre contact avec ma population et surtout aux frontières, je crois que ça me va au cœur. Les militaires se font comme s'ils sont des civils avec nous. Nous vivons ensemble sans problème, sans intimidation. Nous rentrons ensemble, nous sortons ensemble. Avec cette patrouille, réellement, c'est positif. Parce que c'est une reconnaissance au niveau de notre zone tactique pour venir voir, s'accueillir réellement de ce qui se passe sur le terrain et voir l'ensemble des positions au niveau de la coordination pour pouvoir mieux travailler et pousser nos éléments qui sont placés au niveau de ces positions-là, de faire plus. Au cours de cette visite de terrain, le commandant de la compagnie d'infanterie de Houndé Kenema a invité les hommes à accroître la vigilance dans leurs positions respectives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.